Welcome. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Comme tous les ans, c'est l'opportunité pour moi, au nom de Niji, de vous souhaiter à tous une excellente année 2025, tous mes vœux. Et puis également de vous remercier tous. En tous les cas, normalement, la plupart d'entre vous sont clients de Niji, et donc de vous remercier de votre fidélité, de votre confiance qui nous ont accompagnés tout au long de cette année 2024, et j'espère encore plus sur notre année 2025. Bien sûr, on compte sur vous. C'est la 11e édition de ce débrief du CES. Alors, on suit évidemment année après année, et comme je le dis tous les ans, la force, j'espère en tous les cas, tout en essayant d'être ludique de ce débrief du CES, c'est d'avoir une forme de continuité, d'éviter de se laisser impressionner par le show américain et par les paillettes, et d'essayer de vous retranscrire ou de vous ramener en tous les cas des tendances, on va dire, de fond. En tous les cas, voilà, toute l'équipe va se présenter juste après. Ils ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, beaucoup de plaisir à venir vous débriefer. Alors, puisque j'ai eu la question de quelques-uns, donc curated, donc curation, c'était choisir avec soin. Voilà, et c'est ce à quoi s'est attachée l'équipe cette année, peut-être encore plus que les autres années, même si vous allez voir, évidemment, il y a de l'IA partout, je vous rassure. Mais cette fois-ci, elle est plus pragmatique que l'année dernière. Je vous rappelle que l'année dernière, d'ailleurs, on avait mis l'IA au cœur de la présentation. C'était déjà un peu plus prospectif. Cette fois-ci, peut-être un peu comme les projets qu'on accompagne avec vous dans certaines des entreprises. On est en train de passer en mode à l'échelle. Et ça commence à se voir, et ça se voit aussi au sein de ce débrief. Et d'ailleurs, on s'est également attaché à plutôt vous montrer des choses qui sont en train de passer en mode industriel, donc qui sont en train d'arriver sur le marché, plutôt que juste des proof of concept que vous ne verrez peut-être jamais. Donc voilà, on va essayer de faire ça avec le plus possible d'énergie et de volonté. Voilà, juste pour vous dire... donc, je ne vais pas vous présenter. Je vous présente peut-être rapidement Niji. Non, vous n'avez pas besoin. Vous êtes tous clients Niji, mais juste pour vous dire, on vous remercie. Cette année 2024, elle a été conclue évidemment dans un marché qui était un peu plus difficile. Vous le connaissez aussi. Vous le vivez avec nous. Beaucoup d'incertitudes. On a essayé d'être au rendez-vous. On a continué à se développer sur nos 3 piliers que sont le design, le conseil et la technologie. On a évidemment investi et eu de très belles croissances sur nos métiers que sont maintenant aussi l'IA et la data. Beaucoup de projets ensemble, de plus en plus de recrutement et des équipes aujourd'hui qui se spécialisent dans ces dimensions-là. Évidemment, toujours aussi présent sur l'intégration Salesforce, et un pack où on vous représentera à nouveau de bonnes nouvelles sur les sujets de la cybersécurité, puisque vous savez que ça fait maintenant 4e année qu'on développe très fortement au sein de Niji les enjeux de cybersécurité, et vous verrez que ça fait évidemment écho à beaucoup de choses qu'on a vues, que l'équipe a vues au niveau du CES. Donc voilà, à nouveau, merci pour tout ça, merci pour votre appui tout au long de 2024, et on sera à nouveau heureux d'être à vos côtés sur l'année 2025. Et je passe la main à Florent, qui pour la 10e année. C'est vrai, 10e année. Merci. Alors non, moi ça fait 8 ans, mais 8 ans. L'équipe Niji, effectivement, ça fait plus de 10 ans qu'on va au CES. 11e. Voilà. Voilà. Mais 8 ans, c'est déjà beaucoup pour aller à Las Vegas. Voilà, donc ça c'était l'équipe qui était avec nous cette année à Las Vegas, donc des gens qui sont là, qui vont présenter aussi et qui sont représentatifs des différents métiers qu'on a chez Niji, des gens du conseil, du design, de la technologie. Donc moi-même, je suis Florent Roulier, donc je suis responsable innovation. J'ai aussi d'autres casquettes chez Niji, certains d'entre vous me connaissent peut-être aussi sur certains dossiers. Et donc on va parler de ce CES. Donc le CES, c'est toujours le plus grand salon, le plus célèbre salon d'innovation du monde, et il fait partie des 3 grands salons d'innovation qu'on suit chez Niji, le Vivatech, le CES et le GAITEX de Dubaï. Le GAITEX de Dubaï, vous avez peut-être suivi le débrief qu'on a fait pour vous en octobre dernier, et là on va s'intéresser justement au CES.
Donc le CES, si on regarde un peu les chiffres de cette année, c'est sa 58e édition. C'est un salon qui est en croissance de 10% environ. Il y a plus 10% d'exposants, il y a 10% de plus de visiteurs, 140 000 visiteurs, ça fait beaucoup de monde. Il y a encore plus de startups et il y a toujours autant de surface à couvrir, 230 000 mètres carrés, c'est assez énorme. Et pour ceux qui y vont, vous le savez, c'est plus de 12 km par jour. C'est un vrai sport. Le CES est un sport, mais il n'est pas encore aux Jeux Olympiques. Donc si on regarde un peu d'où viennent les exposants, ils viennent, comme l'an dernier, beaucoup d'Asie à 55%, ils viennent aussi des États-Unis à 30% et d'Europe à 13%. Et il y a aussi des pays qui ne sont pas représentés, qui ne viennent pas au CES, comme les grands groupes chinois, les BATX, qui ne viennent pas. Certains GAFAM ne viennent pas, il n'y avait pas de stand Google cette année, il n'y avait pas de stand Apple. Et puis il y a des pays qui viennent traditionnellement pas au CES, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Afrique, la Russie bien sûr. Donc c'est pas des pays qui n'offrent pas, c'est juste des pays qui, pour des raisons géopolitiques ou juste par manque d'intérêt pour le salon, ne viennent pas. Mais ils sont par exemple présents au GAITEX de Dubaï. C'est pour ça qu'on aime bien couvrir les deux salons pour avoir une vision très exhaustive de l'innovation mondiale. Si on focus un peu sur l'Eureka Park, l'Eureka Park, pour ceux qui connaissent, c'est le Disneyland des startups du CES de Las Vegas, c'est-à-dire que c'est un hall dédié aux startups, il n'y a que ça. Et quand on regarde d'où viennent les startups sur le Eureka Park, elles viennent majoritairement de Corée. Donc Corée, très très forte sur les startups, sur l'innovation. On a un peu l'impression d'être en Corée quand on est à l'Eureka Park. Et puis juste derrière, il y a la France et les États-Unis, la French Tech et les États-Unis. Et puis quand on regarde un peu le LVCC, qui est l'autre partie du salon, plus institutionnel, où il faut avoir plus de moyens pour exposer, et là par contre c'est les États-Unis qui dominent et l'Europe qui est beaucoup moins présent sur ce stand où il faut c'est plus pour les grands groupes, pour les groupes qui ont des moyens, donc là ils sont un peu moins présents, mais il y a la Chine et aussi la Corée. Juste pour info, j'ai sorti le Sauce Hall de ces chiffres parce que le Sauce Hall, c'est un hall dédié aux grossistes électroniques et là il n'y a que des Chinois, donc si je mets le Sauce Hall dans l'équation, ça fausse un peu les chiffres. Alors justement, la présence française, comment était-elle cette année, la présence française au CES? Elle était bonne, elle stagne un peu dans les chiffres. 170 entreprises françaises étaient présentes, donc c'est 32 plus que l'an dernier, c'est pas mal. Beaucoup de startups, 110 startups, c'est beaucoup, mais en même temps c'est un peu moins que l'an dernier, puis c'est certainement moins qu'il y a quelques années avant le Covid, où là il y avait carrément 50% de startups en plus françaises, donc c'est aussi l'âge de la raison. C'est aussi parce qu'il y a des crises de financement des startups en Europe et en France. On constate une baisse des levées de fonds cumulées en France depuis quelques années, et à l'inverse, aux États-Unis, en tout cas, les levées de fonds cartonnent encore avec plus 24% en 2024. Ce qui était intéressant de noter, c'était que les startups cette année, la French Tech, elle exposait de manière sectorielle, donc il y avait le secteur de la santé, le secteur de la mobilité, etc. Et elles exposaient pas par région, parce qu'avant il y avait la région Occitanie, etc., ou la région Centre. Pour des visiteurs coréens, la région Occitanie, ça fait pas trop de sens. Donc là, c'était plus favorable pour présenter nos startups. Et il n'y avait pas beaucoup de grands groupes français, c'est ça qu'on regrette un peu. Il y avait Valeo, L'Oréal, Thales, il y avait Dassault aussi, mais il n'y avait pas d'autres grands groupes qui font d'habitude le déplacement, comme La Poste qui venait il y a quelques années, Legrand, Stellantis bien sûr qui venait aussi et qui ont arrêté de venir au CES. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours beaucoup d'innovations françaises, on va le voir dans la suite de la présentation. Alors, on va commencer ce débrief par un petit exercice pratique et ludique. On va se projeter dans le futur, en 2030, avec des innovations qu'on a vues cette année au CES. Et on va imaginer un personnage fictif qui s'appelle Alice. Vous la connaissez, on le fait chaque année. Et cette année, Alice, on a décidé qu'elle avait 32 ans. C'était une célibatante, une directrice marketing. Et elle allait vivre d'aventures et d'IA, puisqu'il y avait beaucoup d'IA sur le salon. Et donc, on va raconter sa journée en 2030. Et donc, forcément, elle va démarrer sa journée dans sa nouvelle maison parce qu'elle a troqué sa maison pour ce nouveau trailer zéro émission. C'est un trailer électrique autopropulsé. Comme ça, il ne baisse pas l'autonomie de la voiture électrique qui elle-même la tracte. Et puis, en plus, c'est un trailer qui a une énorme batterie, 3,5 fois un Powerwall. Donc, il peut même alimenter la voiture en électricité pour continuer le nomadisme sans fin. Et puis bien sûr, c'est un trailer avec de l'IA intelligent. Il a la conduite autonome pour la partie attelage, pour s'atteler au véhicule. On peut même le commander à distance. Vous pouvez le commander pour la modique somme de 175 000 $. Donc vous vous dites, c'est un peu cher, c'est quand même moins cher qu'une maison et il n'y a pas de frais de notaire, donc c'est intéressant. En plus, il peut se recharger par le solaire. Et donc Alice, dans sa maison, elle a choisi de fuir l'hiver français et de s'installer dans le sud du Portugal pour les quelques mois à venir. Donc elle se lève dans son super trailer, elle va prendre un café. Alors forcément, dans le sud du Portugal, il n'y a pas de l'eau potable dans toutes les zones où elle souhaite se poser. Mais c'est pas grave, elle a cette machine qui convertit l'atmosphère
l'humidité de l'atmosphère en eau potable. Et en plus, ça fait le café, donc super. Donc elle boit son café chaud. Il est d'ailleurs un peu trop chaud. Et puis comme on est à l'ère de la robotique, pourquoi se fatiguer à souffler sur sa tasse de café? Elle a un petit robot en forme de chat qui souffle sur sa tasse de café. Comme ça, elle s'économise un certain degré d'effort. Du coup, il est 10h, elle va commencer sa journée de travail et désormais, ses collègues, c'est pas vraiment des humains, c'est plutôt des agents IA. Donc ça, on va beaucoup en parler dans la présentation. C'est vraiment le mot de l'année, agent IA. Et elle a un agent IA de SEO, elle a un agent IA Sales. Elle va les briefer dans une réunion Teams. Et ce qui est bien avec ces agents IA, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de date pour réaliser les actions. Les actions sont réalisées immédiatement. Et donc, ça lui fait gagner beaucoup de temps. On verra un peu plus tard comment ça marche, les agents IA. Et puis à midi, elle déjeune, forcément. Ça va avec la van life, elle a un mode de vie un peu healthy, donc elle réduit la dose de sel dans son alimentation, elle n'en met même pas du tout, mais c'est pas grave, elle sent quand même le sel grâce à cette cuillère électrique qui active les particules de sel présentes dans la nourriture. Et puis, comme c'est un peu triste de déjeuner toute seule, elle va déjeuner avec son nouvel ami, Romy, qui est un robot conversationnel, mais il est assez avancé parce qu'il est là pour faire des conversations complexes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler à tour de rôle comme on peut le faire avec ChatGPT. On peut vraiment avoir une discussion naturelle, interrompre la conversation, la reprendre, et elle passe un très bon déjeuner de cette manière. Après son déjeuner, elle va faire un petit tour de vélo dans le sud du Portugal, avec un trajet bien sûr réalisé par l'IA. Il y a quelques montées, c'est pas grave, elle met son petit kit de transformation de vélo en vélo électrique, ça lui permet de pédaler sans effort. Elle arrive devant un petit commerce de smoothies, mais elle parle pas du tout portugais. Donc comment elle fait? C'est pas grave, il y a ses lunettes qui vont lui traduire en temps réel le portugais et afficher en sous-titres français dans ses lunettes ce que dit le commerçant, et ça lui permet d'acheter son smoothie et d'aller se relaxer sur son hamac, parce que c'est ça la vie du futur. Et elle sort ses lunettes très légères, 75 grammes, de sa poche pour les revêtir, et ça lui propulse comme un Apple Vision Pro des écrans HD devant les yeux, et elle peut comme ça regarder un petit film Netflix en plein soleil, pas de souci. Elle a une deuxième fenêtre dans ses lunettes pour suivre un peu l'activité de son agent IA Sales, voir s'il fait bien les relances de prospection qu'on lui a demandé de faire. Et puis à 18h, Alice, elle se fait un date parce que elle est célibatante. Et puis donc elle a rencontré Thomas, un joli Portugais, sur une app de rencontre, bien sûr avec des algorithmes d'IA. Thomas, il parle pas très bien français, et puis il n'est pas habitué à se concentrer longuement sur des contenus longs. Donc en fait, il a un petit pendentif sous la chemise qui enregistre toute la conversation et qui va lui faire un résumé à lui-même de la conversation en fin de soirée. Il va même pouvoir mettre en place un plan d'action avec ChatGPT sur la base de ce compte-rendu. Ce qu'il ne sait pas, Thomas, c'est qu'Alice, elle a aussi un pendentif connecté. Mais alors, elle, c'est un peu différent, parce que quand elle rentre chez elle, elle demande à son pendentif connecté de lui faire son bilan émotionnel de la journée. C'est un pendentif qui est un coach émotionnel. Il enregistre tout ce qu'elle dit, mais aussi ses battements cardiaques, pour justement mesurer avec la voix quelles ont été ses émotions de la journée. Et son pendentif lui dit que son date s'est mal passé. Thomas n'avait pas beaucoup de conversations, mais que par contre, a priori, elle a vécu un très bon moment au déjeuner avec son robot Romy. Bon, voilà. C'est un peu, tout ça est un peu décevant, donc elle décide, Alice, de se mettre bien, de s'apporter de l'affection avec son robot Labrador. Donc c'est un robot Labrador qui, grâce à l'IA, simule très bien un Labrador de 12 semaines. Et donc ça lui apporte beaucoup de réconfort. Et puis quand Alice va aller se coucher, elle va même encore être dans l'IA, elle va être bercée par l'IA parce que cette bague va capter ses phases de sommeil, son cycle de sommeil, et générer la musique qui va l'aider à bien dormir. Donc même quand elle dort, Alice, elle dort grâce à l'IA, bercée par l'IA. Donc voilà la journée du futur d'Alice, d'aventure et d'IA. Donc on peut en rire, mais en même temps, toutes ces innovations, elles sont déjà, pour la plupart, commercialisées. Il suffit de les acheter, de les mettre bout à bout, et vous vivez la vie d'Alice. Incroyable. Donc on va passer sur les tendances un peu plus sérieuses, un peu plus business, avec Sophie. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. On va rentrer un petit peu plus là dans le vif, un peu plus sérieux du sujet, avec les tendances qu'on a pu observer cette année sur le salon. Donc voici dans la globalité ce qui a pu être observé, sachant qu'un buzz en chasse un autre. On a pu vous parler les années précédentes de sustainable et de greenwashing à tout va, qui a été en fait chassé par l'intelligence artificielle qui est prédominante vraiment sur le salon, partout. On la voit dans tous les domaines et avec des cas un petit peu plus concrets.
On voit également qu'on retrouve certaines tendances qui sont là chaque année, mais il y a aussi des nouveautés qui arrivent, donc on va creuser un petit peu plus. À noter également que tout ce qui est la mobilité, les véhicules sont encore présents cette année, mais avec un petit peu moins d'effet waouh, parce qu'il n'y a pas eu de grosses nouveautés vraiment changeantes. Et comme on ne peut pas tout traiter, on a décidé d'éliminer tout ce qui était les écrans encore plus transparents, comme ce que LG nous proposait. On élimine également les nouvelles cartes graphiques qui ont fait le buzz avec Nvidia. Tout ce qui est au niveau des laptops et les écrans déroulables de chez Lenovo. On ne vous parle pas non plus de tout ce qui va être les drones et les objets volants non identifiés. Et enfin, même si c'est super mignon, on ne va pas vous parler des petites intelligences artificielles portatives et tout ce qui est les concepts qui n'ont pas encore de date de sortie, comme cette petite IA de chez TCL. Par contre, ce que vous allez pouvoir observer pendant la présentation, c'est qu'on va vous parler d'innovations qui sont sur le mass market, comme notamment toutes les lunettes. Vous allez voir maintenant, elles inondent le marché, mais sous différents aspects et avec différents objectifs. Vous allez avoir également de l'intelligence artificielle, certes, mais comparé à l'année dernière, en fait, elles ont enfin des cas d'usage très concrets dans lesquels on peut se projeter, enfin, et surtout qui sont déjà en production. Et enfin, dans un dernier temps, vous allez voir aussi que les robots, ça y est, ils sont parmi nous grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez voir qu'ils sont un petit peu plus réels et à quel point ils vont venir aider votre quotidien. Alors nous, avec Nijio, on aime bien prendre le pari que d'ici 2-3 ans, ça sera inondé sur le marché sur tous ces aspects-là. Ça y est, le vif du sujet est ici, donc les toutes nouvelles tendances pour l'année 2025 du salon. Donc dans un premier temps, on va vous parler des nouvelles expériences, ces nouvelles générations d'expériences et comment elles deviennent encore plus sensorielles. La mobilité, à quel point elle est encore électrique cette année. L'intelligence artificielle dans le business et dans l'industrie. On va vous parler également de la sécurité, qui est encore prédominante cette année dans le salon. La santé, qui arrive sur comment on va venir vous suivre sur tout le fil de votre vie. La beauté, qui maintenant s'émancipe et devient une catégorie à part entière. L'intelligence artificielle à la maison et comment elle va venir vous aider dans votre quotidien. Et enfin, comment les robots et nous-mêmes allons interagir ensemble dans notre vie du futur. Toutes ces thématiques, comme vous allez pouvoir le constater, sont gorgées d'intelligence artificielle et je vais laisser donc Léonie démarrer avec les expériences du futur. Maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet en vous parlant de cas concrets pour illustrer les nouvelles expériences utilisateurs. Alors d'abord, avant toute chose, il est important de noter que les nouvelles technologies, elles s'appuyaient d'abord sur l'ouïe et la vue. Mais là, dans ce CES, on a vraiment pu voir des innovations qui s'attachaient au sens du toucher. Et ça a un nom, c'est les technologies haptiques qui représentent un marché en forte croissance qui va bientôt représenter 40 milliards de dollars. Donc c'est un marché qu'il faut suivre avec attention. Et une belle illustration de ces technologies haptiques, c'est le stylet d'appli qui nous permet de créer de la texture, créer vraiment la texture des objets dans la réalité virtuelle. Et ça nous a bluffé. On vous encourage vraiment à le tester parce que on pense qu'il va être très développé, notamment dans l'industrie. On a aussi beaucoup vu de bagues connectées. Et ici, on en a un bon exemple avec l'exemple de Lotus, qui nous propose une bague qui nous permet d'éteindre et d'allumer sa lumière simplement en pointant la lampe avec son doigt. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se prendre pour Yoda ici avec ce nouvel objet. Une innovation dont on vous a un peu parlé en introduction, c'est ces lunettes de réalité virtuelle qui nous sont proposées par Rokid. Nous, on vous l'a dit, on prend le pari que ces lunettes, elles vont vraiment se généraliser et être présentes dans beaucoup de foyers dans 2-3 ans. Et ces lunettes, elles prennent le contre-pied des concurrents. Le concurrent direct, c'est Apple avec l'Apple Vision Pro. La vraie différence ici, c'est qu'elles sont beaucoup moins onéreuses, beaucoup moins encombrantes et beaucoup plus légères, ce qui nous permet de les porter très longtemps. Donc idéal pour les trajets en avion ou en train pour les plus écolos. Et enfin, on en parlera dans une section dédiée, mais ici on a un dispositif qui est idéal pour les personnes qui sont tétraplégiques, puisque c'est en fait une petite gouttière qu'on vient placer dans sa bouche et qui remplace une souris d'ordinateur.
Et donc, les personnes tétraplégiques peuvent utiliser de manière totalement autonome leurs appareils électroniques, que ce soit le téléphone ou l'ordinateur. Je passe maintenant la parole à Florent qui va vous expliquer la mobilité. Merci. Merci. Donc, merci. Ouais. Sans transition, on va parler de l'électromobilité qui fait cette année un peu face à ces difficultés. C'est vrai que le marché du véhicule électrique, vous le savez, il est un peu en difficulté. Il y a des baisses de ventes en Europe, en Allemagne notamment, avec beaucoup d'emplois menacés, une recul de la part de marché du véhicule électrique en Europe. La Chine prend la direction un peu inverse parce que eux, ils vont très bien sur le véhicule électrique. Ils ont fait des ventes records, des exportations records, même si eux aussi le marché se calme localement. Il faut voir aussi que le véhicule électrique, il a du mal à avoir une grosse part de marché parce que c'est quand même souvent des véhicules premium assez chers, donc forcément toutes les bourses ne peuvent pas se permettre d'acheter du véhicule électrique. Et puis il y a aussi un dernier point dont on va parler dans cette tendance, c'est un peu le retour de la conduite autonome, et ça c'est pour différentes raisons. Alors déjà, il y a des annonces qui ont été faites par Tesla qui vont dans ce sens. Il y a aussi un framework législatif qui va être mis en place a priori par Trump qui va être assez favorable au développement de la conduite autonome. Et puis surtout, il y a des avancées dans l'IA qui vont être assez frappantes, dont on va parler, qui vont vraiment aider la conduite autonome. Et puis c'est vrai que cette année, il n'y avait pas beaucoup de choses sur l'hydrogène ou des nouveaux carburants. On en a vu au GAITEX, on en a vu assez peu au CES, mais il y a tout de même des choses, vous allez voir. Donc déjà sur les nouveaux véhicules électriques, donc effectivement, on vous le dit, le marché il est un peu, il stagne un peu, donc on n'avait pas de nouveaux véhicules sur ce salon, en tout cas de la part de l'Occident. On avait la Sony Afeela qu'on connaît déjà, hein, donc elle est juste revenue. Par contre, on a le prix de cette voiture, 90 000 $. Donc vous voyez, c'est vraiment un véhicule premium. Les seuls nouveaux véhicules électriques qu'on avait, ils venaient de la Chine, c'était la marque Zeekr, avec 3 nouveaux modèles qui sortent sur le marché, pareil autour de 100 000 $. Par contre, pour aller justement travailler ces freins à l'adoption, il y a des nouvelles solutions qui vont arriver. Les freins à l'adoption du véhicule électrique, elles sont simples, on les connaît toutes. C'est l'anxiété sur la distance qu'on peut parcourir avec ce type de véhicule. C'est l'anxiété aussi sur la sécurité, parce que ça peut prendre feu, les véhicules électriques, c'est un gros problème. Et bien sûr, le prix. Et bien pour ça, il y a une nouvelle technologie développée par Prologium qui va arriver dans quelques années. C'est des batteries céramiques. Et elles permettent de faire une recharge pour 300 km en seulement 4 minutes. 4 minutes, c'est le temps d'un plein thermique. Donc si on peut avoir ce type de recharge, forcément, les gens vont plus aller vers ce type de produit. Puis ça marche même à basse température. Et puis aussi, c'est ininflammable. Donc il n'y a plus le problème de sécurité qu'on a avec les véhicules électriques. Et en plus, ça crée de l'emploi parce qu'ils sont en train de créer une usine à Dunkerque avec à la clé plus de 3000 emplois directs et indirects. Donc ça, c'est super. Par contre, ça va arriver dans nos voitures d'ici 2027. Donc c'est pas pour tout de suite, mais ça veut bien dire que on va être peut-être au rendez-vous de l'échéance européenne d'être en 2035 avec que des véhicules électriques en vente. Et avec ce type d'innovation, ça va être plus réalisable qu'aujourd'hui. Et sur le même modèle, je vous parlais de l'an dernier des batteries solides. Donc ça aussi, c'est une innovation qui va aussi dans le même sens, mais ça aussi, ça va arriver d'ici 2027-2028. Il faut juste attendre quelques années et ça risque de prendre son essor. Et puis en plus, imaginez si on fait une recharge en 4 minutes et qu'on n'a même pas besoin de sortir de son véhicule, à quel point ça va être un avantage par rapport à l'essence. Parce qu'avec ce type de technologie de gueule plug, on se gare juste au-dessus d'une borne et le câble qui va sortir du véhicule va se brancher tout seul. On va pouvoir faire sa recharge. Donc ça, c'est super. Ça va permettre aussi de développer le véhicule électrique. Ça ressemble un peu à l'induction. Je vous en parlais l'an dernier, l'induction de Valeo, qui avait également des très bonnes performances pour recharger sans sortir de son véhicule la batterie. Et puis ensuite, pourquoi même payer l'électricité ou payer son carburant? En fait, il y a des voitures 100% solaires. Et ça, c'est pas des prototypes, c'est une voiture qu'on peut commander dès aujourd'hui et qui sera livrée cette année. Donc c'est la voiture de Aptera, 100% solaire. On peut rouler 90 km par jour rien qu'avec du solaire, donc 100% gratuit. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait du soleil. Donc à Paris, c'est râpé. Voilà, on avait un collègue de Nantes aussi, pour lui, ça marche pas. Par contre, si vous êtes à Nice ou au Portugal comme à Nice, ça marche pas mal. Et puis, si vous voulez faire de la route, il y a quand même une batterie. On peut rouler jusqu'à 600 km si la batterie est pleine. Ça coûte que 40 000 $. Bon, mais en même temps, le carburant est gratuit.
Alors du coup, le véhicule électrique, c'est bien maîtrisé et tellement maîtrisé qu'on arrive à le mettre dans des engins beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents. Donc on en a déjà parlé l'an dernier, je ne vais pas revenir dessus, mais on en a dans les engins de chantier, dans les engins agricoles, on avait aussi dans les engins sous-marins qui sont faits pour draguer les rivières, et puis on en a aussi maintenant dans les camions poubelles, dans les camions pompiers, et même dans les camions de chantier ou miniers. Donc ça, c'est assez intéressant à voir en réel, bien sûr. Et puis sur ce qui concerne plus la conduite autonome, donc pareil, l'an dernier, je vous ai dit que ça marche de plus en plus le niveau 4 sur tout ce qui est off-road, parce que là, il y a moins de problèmes de réglementation. Donc là, il y a des bateaux autonomes qui sont capables de se garer tout seuls dans les ports. Pour ceux qui ont des bateaux, vous savez que c'est pas toujours facile. On a aussi l'agriculture, où il y a beaucoup de camions autonomes, de trucks autonomes qui ont fait leur apparition. Et puis sur le on-road, on avait quand même une belle dynamique des acteurs d'Amazon et de Google, Zook et Waymo, avec des nouveaux modèles et des kits qui permettent de rétrofiter des Jaguars, par exemple, en véhicule autonome. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui ne roulent qu'en Jaguar. Waymo, il cumule 4 millions de courses autonomes aux US parce qu'ils sont déjà déployés à San Francisco, à Phoenix et bientôt à LA. Donc vous voyez, c'est quand même une réalité. Et si ça s'accélère grâce à la législation, ça peut aussi arriver en Europe. Et il y a un truc qui va vraiment accélérer la conduite autonome, c'est la Generative AI. Vous savez peut-être pas, mais que la plupart des défaillances, elles se produisent dans 0,1% des cas rares. Et pour simuler les cas rares, il faut rouler des millions de kilomètres. Donc c'est ça le vrai problème du véhicule autonome, c'est les cas rares. Et donc ça, c'est une technologie qui permet de générer des images ou des vidéos pour justement ces cas rares et de l'injecter à l'IA pour que justement elle puisse s'entraîner sur ces cas rares. Donc on peut simuler un bison qui passe en plein hiver au milieu de la route. Effectivement, c'est pas courant. Et plein de choses. Voilà. Et donc ça, c'est de l'IA qui entraîne l'IA et c'est très étonnant. Et ça va justement être un vrai saut quantique pour le véhicule autonome. Merci Florent. Et donc effectivement, on a vu l'IA pour les véhicules autonomes et finalement, on a vu plein d'IA. On l'a dit, l'IA était partout, tous les stands parlaient d'IA, peut-être même parfois un peu trop, c'était limite. Mais en tout cas, on a vu pas mal de cas d'usage aussi intéressants dans le domaine professionnel. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que tous les secteurs sont concernés. Il n'y a plus aucun secteur maintenant qui n'intègre pas l'IA. Toutes les personnes sont concernées. On parle de plus d'un demi-milliard de personnes qui ont été impactées de près ou de loin par l'IA. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des cas d'usage qui deviennent de plus en plus spécialisés par rapport à des métiers. Par rapport à quoi? Notamment par rapport à cette notion d'agent IA dont on a parlé tout à l'heure, qui ne se contente plus de répondre à une question. Voilà, vous lui posez une question, il vous répond, mais en fait, il va vraiment prendre la main, il va réaliser des actions en totale autonomie par rapport à vous. Et un exemple, juste pour illustrer, c'est que Salesforce a prévu d'activer pas loin d'1 milliard d'agents IA d'ici la fin de l'année 2025. Donc c'est juste pour vous montrer le déploiement massif de ce type d'éléments. Autre élément notable qu'on a pu voir sur le CES, il y a eu pas mal d'annonces de grands groupes avec des partenariats forts. C'est l'exemple de Google qui intègre sa technologie d'IA dans tous les téléviseurs TCL. Voilà, il y a eu pas mal d'annonces par rapport à ça et ça montre la lutte acharnée que se livrent finalement les grands groupes, que ce soit Google, OpenAI ou Microsoft. Mais au final, sur ce salon, celui qui a un peu remporté la palme, finalement, c'est aucun de ceux-là, c'est Nvidia. Alors effectivement, parce qu'ils ont fait une communication importante en entrée, mais au-delà de ça, ils étaient présents sur un nombre très important de stands en tant que partenaire finalement IA d'un certain nombre de constructeurs. Premier cas d'usage professionnel qu'on a imaginé, c'est, on vous en a parlé, des lunettes. Alors, on en a pour l'usage personnel, mais il y en a aussi pour l'usage professionnel avec cette société Lomos qui propose donc cette lunette que vous voyez qui est d'un style relativement classique et qui intègre finalement toute la technologie dont on a besoin, un appareil photo, des écouteurs, un haut-parleur, un micro qui va vous permettre d'enregistrer professionnellement vos réunions. Vous pouvez demander à ChatGPT qui est intégré directement dans la lunette de vous faire un compte rendu automatisé et on peut se projeter avec des opérateurs qui doivent intervenir sur un site où finalement l'opérateur va réaliser la manipulation sur ce site-là et le rapport d'intervention va être automatiquement généré directement par la lunette sans aucune intervention.
Autre cas qu'on a vu à plusieurs reprises sur le salon, c'est tout ce qui va tourner autour de la détection des défauts. L'IA est très performante effectivement pour analyser des éléments qui sont capturés par des capteurs. Donc il y a cette société néerlandaise Synergetics qui propose donc ce système de capteurs couplé à une IA. Les capteurs envoient des données sur ce qui se passe sur ces tuyaux et l'IA va analyser l'ensemble des données qui va être récupérées et va être capable de détecter en amont s'il y a des défauts et donc de réaliser de la maintenance préventive, ce qui va fortement baisser les coûts justement de maintenance et d'intervention et d'éviter que les problèmes ne se produisent avant même justement qu'ils ne se produisent. Autre cas autour, on va dire, de la surveillance, mais sur un angle un petit peu différent. On connaissait déjà un certain nombre d'IA qui faisaient de l'analyse sur de la vidéo. Et là, cette société, elle a pris un autre parti, c'est celui de l'analyse sur le son. Et donc, ça va être très intéressant, notamment dans l'industrie, sur des éléments mécaniques comme des moteurs. L'IA va être plus performant pour analyser des défauts au niveau du son que la vidéo. Et donc, ça va de la même façon permettre de faire de la maintenance préventive sur un certain nombre d'éléments. On peut imaginer aussi d'autres cas d'usage sur de la gestion de foule, par exemple, lors d'événements sportifs ou culturels, où la détection d'éléments sonores va permettre de réagir par rapport à un mouvement de foule, une agression ou ce genre de situation. Autre domaine totalement différent, la société américaine Sourcing GPT qui préconise ou qui promeut le fait de révolutionner toute la gestion de vos fournisseurs. Sur la base d'une simple image, elle vous propose directement de trouver pour vous l'ensemble des fournisseurs, l'ensemble des usines par le monde qui est en capacité de réaliser ce produit-là. Ça va même plus loin, vous pouvez lui demander de vous récupérer l'ensemble des prix, l'ensemble des conditions tarifaires, l'ensemble des conditions de livraison, et vous pouvez même initier une première relation commerciale en lui demandant un devis. Et donc l'IA va automatiquement prendre relation avec l'ensemble des fournisseurs et vous allez pouvoir faire votre étude de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et puis, deux dernières innovations qui ont été portées par le groupe Siemens. Donc, cette première en partenariat avec JetZero. Eux, leur partie, c'est d'utiliser l'IA pour concevoir un nouveau matériau dans la construction des avions. Et donc, ce matériau, il est plus performant, il génère mieux la pénétration dans l'air de l'avion et ils promettent de réduire les émissions et la consommation de cet avion de près de 50%. Et tout ça grâce à l'IA. Ils ont imaginé, du coup, un nouveau matériau grâce à l'IA. Et dernier cas concernant Siemens, effectivement, c'est le fait de révolutionner l'industrie. Ils ont sorti un produit qui s'appelle Industrial Copilot, avec deux cas d'usage qui nous a semblé intéressant de mettre en lumière. Le premier, c'est, on l'a dit, l'IA était partout, elle est tellement partout qu'en fait, elle est directement intégrée dans la machine. Et au final, ils ont des machines qui sont autopilotées par l'IA. Ça veut dire que l'IA va être capable d'auto-diagnostiquer une machine, voire même d'auto-corriger une problématique, une panne, de mettre en maintenance la chaîne de production et de la réactiver une fois qu'elle aura elle-même corrigé le problème. Donc aucune intervention humaine, tout est automatique, piloté par l'IA. Autre cas d'usage qu'on a vu, c'est la notion d'optimisation de la conception d'un produit ou d'une pièce. Voilà, vous avez une équipe de concepteurs qui imagine une nouvelle pièce, vous la soumettez à l'IA en lui demandant de l'améliorer. Eh bien, l'IA va être capable, sur des angles type solidité de la pièce ou baisse du poids de la pièce, de vous proposer de nouvelles versions avec le même fonctionnement, mais de nouvelles versions améliorées de la même pièce, et tout ça grâce à l'IA, encore une fois. Alors effectivement, comme vous pouvez le constater, tout est encore plus connecté, tout va encore plus vite. Et donc effectivement, il va falloir sécuriser tous ces environnements. Et donc cette année, nous l'avons décidé de l'aborder sous deux aspects. Premièrement, le digital, parce qu'effectivement, au niveau du cybersécurité, vous avez eu une attaque toutes les 5 minutes de deepfake en 2024. On considère également dans cette catégorie-là tout ce qui va être les phishing, le ransomware, tout ce qui va être les deepfakes aussi. Par exemple, aussi les arnaques au président qui existent dans cette catégorie digitale. Et on va considérer également la sécurité au niveau du domestique, parce que maintenant, avec la domotique et l'IoT, on a encore plus d'objets connectés chez soi. Et en 2023, 60% des objets connectés à la maison étaient considérés comme vulnérables. Donc cela peut être sur la caméra de sécurité que vous ayez, par exemple. Dans ce cas-là, on a considéré la maison, mais également tout ce qui était les véhicules, les voitures, les vélos ou les appareils connectés.
Pour illustrer tout cela, on a cette entreprise hollandaise qui s'appelle Cyberet, qui s'est attaquée, elle, 100% sur le deepfake, qui nous fait la promesse d'un taux à 99,7% d'exactitude pour détecter en temps réel, c'est-à-dire en moins de 2 secondes, si vous faites face à un deepfake, que ce soit sur l'image, sur l'audio, sur le texte également. Et en fait, ça peut fonctionner même en visioconférence. On peut imaginer que pour certaines personnes, ça aurait pu éviter de faire affaire à un Brad Pitt, malheureusement. Ça aurait pu être un peu plus pertinent. Dans la continuité, si vous avez eu votre grand-mère qui vous demande si vous êtes en difficulté au fin fond de l'Asie pour avoir 50 € en plus, ou encore le facteur qui vous dit que le colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres et qu'il faut cliquer tout de suite sur le lien, là, dans ce cas-là, McAfee arrive et vous dit qu'ils peuvent sécuriser en temps réel, grâce à l'intelligence artificielle, les URL que vous recevez. C'est-à-dire que vous allez recevoir une petite pop-up, une petite alerte en même temps qui vous dit « Attention, merci de ne pas cliquer sur ce lien car il est frauduleux ». Mais si par inadvertance, vous avez cliqué dessus, c'est là où McAfee va un petit peu plus loin et va venir bloquer cette URL. Donc vous avez une double barrière qui va venir vous protéger, vous et votre entourage. Au niveau de la sécurité domestique, on a Samsung, certes, qui a déjà présenté Knox l'année dernière, mais c'était uniquement dans la catégorie de tout ce qui était les smartphones, les montres et les ordinateurs. Là, ils viennent élargir un petit peu leur périmètre en s'associant avec SmartThings, qui est leur intelligence artificielle à la maison. Et là, donc, ils se basent sur une technologie de blockchain combinée avec l'intelligence artificielle pour crypter les données en temps réel, pouvoir également isoler les environnements s'il y a besoin, anticiper tout ce qui va être les menaces et vous prévenir effectivement s'il y a une attaque en cours. On peut imaginer donc le frigo connecté qui va être isolé, ou ce qui est plus intéressant, c'est de sécuriser tout de même les caméras de sécurité, ou bien si vous avez des enceintes connectées à la maison, vous êtes un petit peu plus sûr et plus safe là-dessus. Enfin, alors il y a une petite coquille, ce n'est pas les États-Unis, même s'ils auraient carrément pu le faire, quelque chose comme ça. On vous propose de la sécurité à domicile avec du paintball, c'est-à-dire que vous allez dans votre jardin pouvoir sécuriser l'environnement grâce à l'intelligence artificielle et les petits capteurs. Ils vont détecter si vous avez un animal indésirable qui n'est pas votre chien, mais plutôt un ours, un renard ou un cerf, et venir chasser le nuisible avec une petite bille de paintball. Il faut savoir que ça existe également en caméra de sécurité chez soi s'il y a un intrus qui vient qui n'a pas été répertorié. Le tout pour la modique somme de 2 000 €. Voilà. Et puisqu'on n'est pas à l'abri d'un petit accident avec ce truc de paintball là, on va maintenant vous présenter le secteur de la santé, puisqu'on a vraiment besoin d'un système de santé à la pointe de la technologie. Ce qui est important de noter pendant ce CES, c'est qu'on a vu des innovations qui s'attardaient à couvrir les besoins de tous, à tous les âges, que ce soit de l'aide à la conception à la prise en charge des personnes âgées. Pour l'aide à la conception, on sait que ça touche de plus en plus de couples. En France, ça touche à peu près 20% des couples français. On a vu de nombreuses innovations aussi autour des dispositifs non invasifs et qui sont plus faciles d'usage. Également des innovations qui tournaient autour de l'handicap, puisque on s'attache à rendre les personnes handicapées beaucoup plus autonomes. Et enfin, des innovations qui tournaient autour de la silver economy, puisqu'avec une population de plus en plus vieillissante, c'est des enjeux qu'on va devoir adresser. Si on commence par le domaine de la fertilité, pas de jaloux entre les hommes et les femmes, puisque chacun aura le droit à son suivi personnalisé. Les hommes pourront faire un spermogramme directement depuis chez eux, donc beaucoup plus facile, on en convient. Et les femmes pourront suivre leur fertilité grâce à un simple test salivaire qui est développé par l'entreprise Eli Health. Et elles pourront avoir les résultats en moins de 20 minutes, donc beaucoup plus facile que de se rendre en laboratoire. Elles pourront le faire tous les jours si elles le souhaitent. Et elles pourront également voir à quelle période elles ovulent, puisqu'il y a une application connectée. Si, comme moi, vous avez un peu peur des piqûres et des aiguilles, sachez que ce dispositif va beaucoup vous plaire, puisque plus besoin d'aiguilles, on a juste un petit laser qui vient mettre une bulle sous la peau pour pouvoir vous injecter votre vaccin. Ça marche pour vous,
mais ça marche aussi pour votre chien. Et puis, si vous aimeriez rajeunir de quelques années, sachez que ça fonctionne aussi pour le Botox. Alors, cette innovation, vous l'avez peut-être vue cet été pendant les Jeux paralympiques. On va vous parler ici d'un exosquelette avec les mains libres. Vraiment, l'innovation ici, elle repose dans le fait de pouvoir avoir les mains libres quand on se déplace. Donc, à l'inverse des béquilles ou des fauteuils roulants. Ici, on peut continuer à envoyer ses textos tout en marchant. Et puis, Cocorico, c'est français, donc on peut en être fier. Et une autre innovation française qui nous vient de Essilor Luxottica, c'est ces lunettes. On vous parlait beaucoup de lunettes jusqu'à présent. Et ben, on en a encore un cas concret. C'est des lunettes qui viennent intégrer les appareils auditifs. Donc, ça fait une amplification de son. Et là, l'innovation, elle repose dans le fait que les micros, ils sont vraiment directionnels. Donc, on a juste à diriger le regard vers la personne et on n'entendra plus que lui. Tous les bruits parasites environnants, ils vont disparaître. Donc, ça va vraiment révolutionner vos réunions de famille. Mais si papy, il comprend toujours pas ce que vous lui dites, il aura la possibilité d'utiliser les lunettes de Captify qui, elles, lui permettent d'avoir les sous-titres de vos conversations. Et sachez qu'il est possible qu'il comprenne encore mieux votre coloc espagnol que vous, puisqu'il pourra avoir la traduction en instantané de ce qu'elle dit. Et enfin, petite révolution pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, puisque ici, on a des baskets avec de l'intelligence artificielle embarquée. Donc là, dans la vidéo, vous pouvez voir que la personne a du mal à se déplacer. Et ça, c'est le temps que l'intelligence artificielle fasse son travail. Et ensuite, quand elle est activée, la personne, comme vous pouvez le voir, elle se déplace très facilement dans l'espace. Je donne maintenant la parole à mes collègues. On vous avait parlé de l'année dernière de la beauté comme étant une sous-catégorie de la santé. Et en fait, comme elle a pris encore plus d'ampleur dans le salon cette année, on en a fait une catégorie à part entière qu'on a également appelée Pro Beauty Tech at Home, parce que nous avons remarqué cette année une volonté vraiment de démocratiser la beauté de type salon à la maison. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de la taille du marché de la beauté, il a été estimé à 59 milliards de dollars en 2023, avec cette hausse de 16% entre 2023 et 2024. Il est carrément estimé à 80 milliards de dollars pour 2025. Et donc, cette année sur le salon, elle a été anticipée sur une beauty tech, encore plus tech, mais surtout plus accessible, car on va pouvoir avoir ces produits-là à la maison, ou alors plus petits, et qui nous permettent d'avoir tous ces soins beaucoup plus rapidement chez soi ou chez un professionnel. Également, ce qu'on observe avec toute cette tech encore plus poussée sur la beauté, c'est qu'il y a une hyper-personnalisation constante. C'est-à-dire que le marché reste énorme avec beaucoup d'offres, mais là, la volonté, c'est vraiment de vous pousser le produit qui vous convient pour votre type de peau, pour votre type de cheveux ou pour votre santé. Pour illustrer un petit peu, on a repris les chiffres de l'année dernière. Il y avait 34 exposants qui étaient sur la beauté. Là, cette année, ils étaient au moins 114. Ça fait une hausse à peu près de 200%, 230% même. Et on pouvait retrouver, comme on vous avait annoncé l'année dernière, le salon de manucure à la maison. Il y avait également tout ce qui était les masques LED que vous pouviez mettre sur le visage. Vous pouviez même faire un blanchiment des dents sur le salon si vous le souhaitez. Il y avait les brosses à cheveux connectées, le dernier sèche-cheveux et toutes ces choses-là. Pour démarrer au niveau des illustrations, on démarre par le géant et par le leader qui est L'Oréal. Pour rappel, ils étaient présents l'année dernière sur le salon avec la keynote d'inauguration tout de même du salon, ce qui les rendait encore plus visibles. Ils ont fait une raflée des prix cette année au niveau de la beauté qui avait une catégorie à part entière, mais ils ont aussi raflé des prix sur l'accessibilité. On a décidé là de mettre l'accent sur leur innovation qui s'appelle Cell Bioprint, qui, avec 2 petits patchs que vous allez mettre sur les joues, venir vous faire en l'espace de 5 minutes un diagnostic de peau et surtout en fait un diagnostic du vieillissement de la peau basé sur les protéines, comme par exemple la kératine ou le collagène. Donc là, vous allez devenir plus proactif sur l'état de vieillissement de votre peau. On espère que le delta est plutôt dans le sens positif, car si c'est dans le sens inverse, il va falloir agir vite, mais on a les solutions pour vous. Évidemment, car une fois que le diagnostic est fait,
vous allez pouvoir envisager d'avoir une crème de jour dédiée à votre besoin. C'est-à-dire que GuideTech, cette start-up française, propose eux aussi leur propre diagnostic de peau. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est cette machine qui va en fait, sur la base de 36 capsules possibles, vous proposer à peu près 100 000 combinaisons possibles. Et donc, en fonction du besoin du jour, et même si vous allez, par exemple, au ski en cette période qui approche ou aux vacances au soleil, venir adapter en fonction du besoin, vous donner votre crème dont vous avez besoin aujourd'hui. Également, ce produit est déjà disponible sur le marché pour une somme très abordable de 3 800 €. Une fois que vous avez eu votre crème spécialement conçue pour vous, vous allez pouvoir l'appliquer. On a remarqué une problématique cette année sur comment faire mieux pénétrer les crèmes et les produits. Donc là, nous avons les Coréens qui arrivent et qui nous proposent cet outil qui est à base de LED et d'ultrasons, venir faire des micro-lésions dans votre peau pour mieux faire pénétrer votre crème de jour. Sachez que ça fonctionne également avec le Botox, tant que vous ne faites pas plus qu'une fois par semaine cette utilisation. Maintenant que votre peau est superbement hydratée, vous allez pouvoir envisager de vous maquiller. Cet outil avec les Coréens de Kose Corporation vous propose en fait, grâce à l'intelligence artificielle et un mapping de votre visage en temps réel, de projeter du maquillage sur votre visage. Donc vous allez pouvoir essayer des centaines de looks en l'espace de quelques secondes. Et pour l'instant, on va s'imaginer ça sur des salons ou même sur des shootings photos ou à l'usage personnel avant d'aller à un rendez-vous. Comment on va se maquiller pour la soirée ? On imagine cette innovation un peu plus sustainable parce que ça va éviter de maquiller, démaquiller, remaquiller. Et effectivement, pour l'avoir vu en temps réel, c'est assez bluffant et assez impressionnant. On peut bien s'amuser. Alors, il n'y a pas que la beauté qui arrive dans la maison, il y a aussi tout un tas d'autres objets qu'on a pu voir sur le salon pour justement rendre la vie des uns et des autres plus simple et plus agréable. Et en fait, pourquoi ? C'est un marché qui est quand même boosté par les économies d'énergie, donc ça c'est plutôt en France, avec tout le système de primes qui est en place, mais qui est un marché du coup qui est en croissance, et notamment quand on se projette de ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a 65% des maisons qui disposent d'un ou de plusieurs objets connectés à l'intérieur de la maison, alors qu'en Europe, on est plutôt près des 40%, et avec des grosses variations. Donc il y a encore une belle marge de progression. Pour autant, ce taux d'adoption en France et en Europe, il est lié principalement à 3 facteurs. Le premier, c'est la sécurité. On en a déjà pas mal parlé. Tous les objets sont connectés, toutes les datas sont récupérées. Donc, c'est un vrai sujet et on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi un peu une problématique autour du coût. Il y a certains objets qui restent relativement onéreux à l'achat ou à l'installation. Et justement, le troisième facteur, c'est aussi sur cette notion d'installation ou de facilité d'utilisation qui reste parfois un peu complexe pour certaines personnes. Premier exemple justement qui essaye de résoudre ce sujet-là, c'est ce petit capteur qui va vous permettre de suivre la consommation d'eau dans votre maison. En fait, il est très simple, vous pouvez simplement le clipser sur votre tuyau d'arrivée d'eau, aucune intervention d'un plombier ou de quelque artisan que ce soit, vous pouvez le faire vous-même en même pas 5 minutes, et ça va vous capturer l'ensemble des données sur votre consommation d'eau, éventuellement détecter s'il y a des fuites pour effectivement faire l'intervention, mais voilà, vous allez pouvoir piloter votre consommation d'eau au quotidien vous-même avec ce petit capteur. Au-delà de la consommation d'eau dans la salle de bain ou autre, la cuisine, on sait traditionnellement, c'est un endroit où effectivement on connaissait déjà les frigos connectés, un certain nombre de choses. Là, sur le salon, cette année, ce qu'on a constaté, c'est quand même le côté possibilité de faire plusieurs choses en même temps avec un seul objet. Et donc, c'est l'exemple d'LG qui nous proposait cette hotte. Alors, ça se voit pas comme ça, mais c'est bien une hotte. Et en fait, depuis cette hotte, vous allez, depuis votre canapé, parce que c'est connecté avec votre tablette et votre smartphone, vous allez aussi pouvoir surveiller le poulet qui cuit dans le four, mais également vérifier la cuisson de vos pâtes sur vos plaques électriques. Et encore une fois, tout ça à distance, puisque tout est interconnecté. Et même si l'envie vous en dit, vous pouvez cuisiner en regardant votre émission préférée devant vous, parce que, regardez, il y a un magnifique écran qui est intégré directement dans la hotte. Une fois qu'on a bien cuisiné, eh bien, il faut ranger. Et là, on a un acteur italien qui va répondre à toutes les questions qu'on se pose toujours, de savoir dans quelle poubelle je suis obligé de mettre tel déchet. Et donc, cette solution, il y a une seule poubelle, elle est compartimentée à l'intérieur, et en fait, c'est l'IA qui va directement analyser le produit ou le déchet que vous allez mettre dans cette poubelle et qui va faire le tri à votre place. Plus besoin de se poser la moindre question, et surtout d'éviter les erreurs de tri.
Et une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, vous avez aussi le loisir de vous reposer. Et pour ça, on a vu tout un tas de robots plutôt ménagers qui font le ménage pour vous. Celui qu'on a voulu sélectionner, c'est celui-ci, des Américains de Switchbot. Il nous semblait intéressant pour une raison particulière, c'est que effectivement, on a un robot, mais il est accompagné d'un ensemble d'accessoires automatisés. C'est-à-dire le robot va lui-même chercher l'accessoire dont il a besoin à un moment donné. Donc, qu'il s'agisse de ranger ou de vous apporter votre café sur votre canapé, ou même de surveiller votre maison, puisque encore une fois, il y a aussi un petit accessoire pour surveiller la maison. Et justement, quand je parle de surveillance, voilà, les Américains de Ring vous proposent aussi une solution d'IA qui va vous permettre de retrouver tous les objets que vous allez perdre dans votre maison, que ce soit vos clés, votre téléphone ou même votre chat, si vous ne l'arrivez pas à le retrouver. En fait, il va scanner et analyser l'ensemble des vidéos de votre système de vidéosurveillance. Vous allez pouvoir l'utiliser, l'appeler avec votre voix et vous lui demandez de retrouver votre chat. Il va vous retrouver la dernière séquence vidéo dans l'ensemble de votre vidéosurveillance pour retrouver votre chat. Merci Erwan. Et on atteint la dernière thématique de notre débrief. Vous allez pouvoir poser vos questions juste après. Et cette dernière thématique, on l'a consacrée à l'IA qui va progressivement et aux robots qui vont progressivement remplacer les humains, une thématique qui nous réjouit tous. Donc effectivement, il y a beaucoup d'emplois qui sont menacés par l'IA, que ce soit des emplois dans le tertiaire, dans le service, mais aussi dans des emplois manufacturiers, parce que les robots aussi ils débarquent un peu en même temps. Et même quand on n'est pas à risque dans nos métiers, il va falloir peut-être se reconvertir pour soit trouver des nouveaux métiers, soit s'adapter à ces assistants IA qui seront dans notre quotidien. Et je vous l'ai dit en introduction, la vraie tendance de 2025, ça va être les agents IA. Il y a beaucoup de sociétés qui en proposent. J'ai sélectionné Devana AI, donc qui est français. Ce qui est intéressant chez Devana, c'est qu'on peut choisir son moteur d'IA qui va piloter son agent IA. Est-ce que c'est Mistral? Est-ce que c'est OpenIA? Est-ce que c'est Claude? Voilà, on peut choisir. Et son agent IA, une fois qu'on l'a initialisé, on va l'onboarder avec les documents de sa société, ses meilleurs use cases, ses chiffres de sa société. Et de cette manière, son agent IA, il ne ressemble pas à celui de la société d'à côté. Chaque agent IA est contextualisé à votre société et formé, comme vous formez vos nouveaux employés, à votre société. Et ça, c'est très intéressant. Et alors, Devana, ce n'est pas le seul acteur, bien sûr. Il y a l'énorme acteur NVIDIA, on en a parlé, qui proposait sa plateforme de microservices d'agents IA. Et donc là, de la même façon, c'est des agents par secteur ou par métier qui vont pouvoir remplacer des salariés type junior ou confirmé. Et qu'il va falloir former, onboarder, qu'il va falloir évaluer comme une ressource humaine quelque part tout au long de sa carrière. Et ce qui nous a vachement intéressé chez NVIDIA, c'est leur plateforme Cosmos. Parce que leur idée, c'est de dire les agents IA, c'est très bien, mais ça génère du texte, des images, des vidéos, ok, mais ça génère pas d'action dans le monde physique. Et donc, comment on fait pour générer des actions dans le monde physique? Eh ben, ils ont créé un modèle qui est Cosmos, et on passe du language model au physical model. Ils ont intégré les lois de la physique dans leur plateforme Cosmos, et ça permet de transférer un peu ces agents IA dans nos robots. Et justement, les robots, il y en avait beaucoup au CES qui bénéficiaient de l'IA. Il y avait par exemple Unitree, un acteur chinois, qui avait un robot, à mon sens, très impressionnant parce qu'il a une mobilité parfaite. Il est vraiment au niveau de l'Optimus de Tesla ou même de Boston Robotics. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que ce robot, il est au contact des visiteurs sans surveillance. Vous savez qu'on est aux États-Unis. Si jamais il y a un problème, quand le robot nous serre la main ou quand il est à côté de nous, il y aura un procès. Là, a priori, il n'y a pas de souci. Le robot, il est conçu pour être déjà parmi les visiteurs. Donc, il est très avancé. D'ailleurs, vous pouvez déjà le commander, ce robot, il coûte 16 000 $. Et il a vraiment pour vocation d'être dans nos foyers ou dans nos entreprises et d'apprendre des nouvelles tâches pour nous aider. Donc c'est un robot qui est très très avancé. Mais le problème de ce robot, c'est qu'il ne ressemble pas vraiment à un humain. Et dans certains cas, on pourrait vouloir que ça ressemble plus à un humain. Et ben, il y avait aussi ce type de robot au CES avec Realbotics, qui eux sont spécialisés dans les robots qui ressemblent à des humains. Notamment à une femme dans ce cas précis. Et donc ça, c'est des robots alors qui sont pas dans la bipédie, mais qui sont plus dans la conversation. Donc ils peuvent parler avec leur propre système d'IA ou avec OpenIA. Et donc, c'est des robots conversationnels. Vous pouvez les avoir en accueil de vos entreprises. Et ils parlent bien sûr toutes les langues. C'est plutôt pratique. Ça peut être aussi un robot de compagnie, soit pour des privés, soit pour des hospices, par exemple. C'est un robot qu'on peut plier pour le faire tenir dans une valise et l'emporter toujours avec soi en voyage. C'est plutôt pratique.
Alors par contre, c'est un robot qui n'est pas encore très évolué dans le nombre la variété des expressions faciales qu'elle peut avoir, mais pour ça, il y a encore d'autres robots. Et finalement, si on concatène, si on assemble toutes les possibilités de robots qu'on a vues au CES, ça va être très impressionnant. Imaginez l'aspect humain de Realbotics associé à la variété des expressions de Engineering Arts, qui était aussi sur le salon, associé à la bipédie et au manipulé de Unitree. Imaginez ce qu'on va pouvoir faire. Toutes ces technologies, elles sont là, elles sont commercialisées. Donc on imagine bien que d'ici 3 à 4 ans, elles vont être réunies, assemblées. Et à partir de là, il n'y a que votre imagination qui peut concevoir ce que va être le futur. Voilà. Merci beaucoup. Juste avant vos éventuelles questions, 2 petites infos. Donc voilà, on a beaucoup parlé d'IA. Vous vous posez peut-être la question que voilà, il y a beaucoup de choses sur l'IA. Où j'en suis dans ma société? Qu'est-ce que je peux en faire de cette IA? Voilà, justement chez Niji, on a une offre qui s'appelle Diag IA, qui vous permet de faire le bilan de où vous en êtes et quelles opportunités vous pouvez encore exploiter sur l'IA. En plus, c'est une offre qui est financée à 50% par la BPI, donc profitez-en. On a aussi une offre agent IA. On conçoit des agents IA pour nos clients ou même en interne. On a par exemple conçu Jarvis, un agent qui s'occupe de tout le support informatique des sociétés. Il est disponible à 24 heures sur 24. Ça, c'est bien sûr imbattable comme disponibilité. Et puis aussi sur la cyber, on a une super offre cyber avec notre offre Iminity. Il faut savoir que Niji a obtenu la certification PAX. Il n'y a que 5 acteurs en France qui l'ont, donc on est très avancé sur la cyber. Donc si aussi sur la cyber, vous vous posez des questions, n'hésitez pas. Et puis juste après, vous allez avoir un petit buffet derrière vous. Et puis sur ce buffet, vous allez retrouver notre baromètre, notre nouveau baromètre qu'on fait chaque année. Ce baromètre, il est fait en interviewant plus de 100 dirigeants d'entreprises, ETI et grands comptes, et il dresse vraiment un bilan de la transformation digitale de 2024. Et c'est très inspirant comme insight pour savoir où en est le marché français et où moi je me situe par rapport à ce marché. Donc voilà les quelques actualités, et on peut passer, si vous le souhaitez, à un échange. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va vous tendre des micros, a priori, je le découvre. Voilà, super. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de parler dans le micro, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. Bonjour, Sylvain Dorschner de Publicia. Ça fait 10 ans que vous faites ça. Le taux de réalisation réel de ce que vous aviez identifié jusqu'à présent, vous l'évaluez à combien? Parce qu'il y a des choses qui étaient vraiment assez bluffantes, vraiment très très bluffantes, et d'autres sur lesquelles je suis un peu plus dubitatif. Donc j'aurais voulu savoir un petit peu votre appréciation, vous qui suivez ça depuis le début. Alors justement, l'an dernier, dans le débrief de l'an dernier, ça faisait donc les 10 ans de débrief, on a vraiment fait un bilan des annonces qu'on avait faites il y a 5 ans et qui se sont produites, et des annonces qu'on a faites et qui ne se sont pas produites. Donc il y a effectivement des choses qui arrivent sur le marché, mais qui... déjà, il y a des choses qui n'arrivent pas sur le marché, mais on essaye de pas trop en parler. On est vraiment concentré sur des choses qui ont vraiment des ambitions, des dates de sortie, etc. Et dans ce dont on parle, il y a des choses qui n'ont pas eu d'adoption. Ça, c'est vrai. Voilà, il y a eu des casques de VR qui sont sortis, mais qui n'ont jamais eu d'adoption. Ils ont évolué, ils commencent à en avoir un peu. Voilà. L'adoption, c'est difficile de s'y projeter, c'est compliqué. Mais en tout cas, néanmoins, aujourd'hui, dans tout ce qu'on vous a présenté, la plupart des choses, ils étaient soit déjà sur le marché, soit avec une date de sortie pour cette année. On a vraiment essayé d'être très concret dans ce débrief. Ensuite, à savoir qu'est-ce qui va percer vraiment ou pas, c'est compliqué. Moi, je suis persuadé que les robots vont percer. Je suis persuadé que les agents IA vont percer. Je suis pas persuadé que le robot qui souffle sur ma tasse de café va percer. Voilà. Alors, une autre question peut-être. Je sais qu'on a du champagne, mais bon, peut-être que... Voilà, une autre question là-bas. Bonsoir, Dominique Thérosier. Sur la baisse des ventes de voitures électriques, est-ce que c'est dû à un report sur d'autres types de motorisation, ou c'est simplement que les gens achètent moins de voitures? Alors, je pense qu'il y a un peu des deux, parce que le véhicule électrique, comme on l'a dit, il est souvent très cher. C'est souvent des véhicules premium, et dans les nouveaux modèles, c'est souvent des modèles assez chers. Il n'y a pas encore de solution, enfin, il y a bien sûr des modèles plus économiques, mais ça reste pour les véhicules haut de gamme avec beaucoup d'autonomie des véhicules très chers. Donc il y a des gens qui reportent leur achat.
parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Il y a aussi, bien sûr, le marché de l'occasion sur les véhicules thermiques qui se porte bien. Si vous avez acheté un véhicule thermique il y a 5 ans, vous pouvez le revendre plus cher. Parce que, enfin pas plus cher que le prix d'achat neuf, mais en tout cas plus cher que le prix d'achat d'occasion, parce que la cote monte sur le thermique d'occasion, parce qu'il y a un attentisme justement sur le véhicule électrique. On attend qu'il soit enfin viable, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de se projeter sur des grandes distances de parcours. C'est à mon avis aujourd'hui adapté à des circulations quotidiennes, périurbaines, mais pas encore sur les longues distances. Mais la technologie, vous l'avez vu, elle est là, elle va être là en plutôt 2027 pour justement franchir le gap et que ça relance les ventes. Mais c'est vrai qu'on va, à mon avis, avoir des années encore difficiles pendant 1 ou 2 ans sur le véhicule électrique. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Alix de Goldschmidt du groupe M6. On en parlait un petit peu en off avant la présentation, mais cette présentation me fait dire effectivement qu'on arrive vers quelque chose de plus en plus éclaté en termes de salon et finalement tout n'est plus centralisé pour l'innovation autour du CES. Comment vous analysez finalement aujourd'hui la complémentarité entre les différents événements et quelle est devenue selon vous la spécificité du CES cette année et potentiellement dans les prochaines années? Très bonne question. Alors effectivement, le CES, il a une particularité, c'est quand même le salon le plus waouh, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se réservent leurs annonces pour ce salon. Donc quand on y va, il y a toujours de la vraie nouveauté, il y a toujours aussi beaucoup de médias qui y vont, et donc c'est fait un peu pour les médias, c'est fait pour avoir de la couverture presse. Donc le CES, c'est toujours un effet waouh quand on y va. Mais c'est vrai que, alors c'est peut-être dû à la géopolitique, une partie des acteurs mondiaux ne va pas au CES. Donc, si on veut savoir aussi ce qui se fait en Chine, dans les stand countries, comme on dit, Pakistan, etc., en Russie, ou tout simplement en Inde, en Inde, c'est quand même un acteur important de la tech et de l'innovation, et ben, il faut aller ailleurs, il faut aller au GAITEX à Dubaï, par exemple, qui accueille tous les pays du monde. Voilà, donc c'est bien nous d'être complémentaires et de faire ces deux salons. Mais c'est vrai que le GAITEX, lui, il est moins waouh parce qu'il y a moins d'effets d'annonce. C'est un salon qui est plus orienté business. On est là pour signer des deals. C'est vrai qu'il y a beaucoup de capacités d'investissement au Moyen-Orient. Donc les deux sont assez complémentaires, mais assez différents aussi. Et c'est pour ça que nous, on couvre les deux. Et s'il y a certains parmi vous qui sont intéressés par le GAITEX mais qui ne veulent pas y aller, on peut y aller pour vous. On peut être vos yeux et vos oreilles. On peut vous débriefer. Ou à l'inverse pour le CES. Allez, une dernière question peut-être. Vas-y. Vous avez beaucoup parlé de domotique. Est-ce que vous voyez une augmentation des cas d'usage autour de la domotique et notamment autour de l'energy management? Alors, il y avait, tu pourras me compléter si tu veux, Erwan, mais il y avait beaucoup de solutions de home energy management. Donc, qui permettait de gérer l'énergie de sa maison, le panneau solaire, les batteries, etc. On n'en a pas parlé cette année parce que ce n'était pas vraiment nouveau par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on vous a beaucoup parlé des batteries domestiques, des Powerwall. Ça, il y en a énormément qui vous permettent d'avoir une autonomie énergétique dans votre maison pendant 7 jours si vous avez le pack complet. Mais ce n'est pas extrêmement nouveau, donc on n'en a pas parlé cette année. Et surtout, il y avait tout le software cette année pour justement effectivement gérer l'énergie de votre maison. C'était chez plusieurs constructeurs, hein, que ce soit EcoFlow, LG aussi avait des solutions pour gérer l'énergie et faire des économies d'énergie, activer le solaire quand il faut l'activer, remplir les batteries quand il y a une baisse de la consommation à d'autres endroits. Donc ça existe déjà. On a jugé que ce n'était pas forcément hyper nouveau cette année, on n'en a pas parlé, mais bien sûr, il y avait toutes ces solutions-là dans la domotique pour mieux gérer son énergie, gérer des batteries domestiques. Il y avait d'ailleurs un Powerwall qui était en batterie solid state, donc plus compact, ça c'était aussi intéressant. Et je rajoute juste un point sur la partie Smart Home, c'est effectivement un constat qu'on a fait, c'est le fait que les fabricants de matériel sont transférés aussi sur l'intégration de soft. On l'a dit un petit peu, hein, mais ils ont vraiment changé leur modèle, donc ils fabriquent toujours des produits, des fabricants, mais ils intègrent de plus en plus le soft, et en fait ils remontent aussi dans la chaîne de valeur par rapport à ces éléments-là sur la notion d'usage. Et ça c'était vraiment très marquant, tous étaient présents sur le matériel, mais ils proposaient tous leur propre solution d'IA intégrée directement dans le matériel. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions,
Enfin, s'il y a une dernière question, c'est le moment ou jamais. Voilà. Sinon, je pense que moi et toute l'équipe, on vous remercie pour votre attention et vos applaudissements. C'est très, très gentil.